Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau dans une nouvelle vidéo. Oui effectivement, pléonasme, pour vous parler à nouveau de cash flow positif. J'aime pas trop, j'aime pas trop cette expression. On va parler d'un investissement rentable, cash flow positif, c'est ce que certains utilisent pour vous expliquer que quand vous faites un investissement immobilier, vous allez être en trésorerie positive, c'est-à-dire au lieu d'avoir un effort à fournir, vous allez capter une partie des revenus. Voilà. Donc l'exemple, je vous ai déjà posté un exemple sur ma chaîne. On va en prendre un autre complètement différent cette fois. Pourquoi est-ce que ce nouvel exemple va être différent? En fait, c'est l'opposé de l'autre. On est alors avec les mêmes caractéristiques. Moi, je suis très pinailleur sur ces points-là. Je fais attention. Mais on est dans un univers complètement différent dans la mesure où cet appartement, il est en parfait état, il n'y a rien à faire. Des aménagements, mais tous les travaux ont été effectués. Il est acheté au prix du marché, c'est l'avantage de l'acheter dans l'ancien. Et vous allez voir qu'on va être encore en colocation meublée, dans un univers assez sympa. Et sachant que, encore une fois, dans mon étude, j'ai pris des hypothèses de frais d'agence volontairement élevés, je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo. Et pour les loyers, j'ai pris une hypothèse de loyer plutôt basse, et j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc, on va déjà commencer par la vidéo de l'appartement avec mes commentaires. C'est parti en vidéo. Donc là, on partait de ce qui va être la 4e chambre et on arrive dans la cuisine. Vous allez voir que voilà, c'est du beau matériel. On a une cuisine vraiment très récente, entièrement équipée. Donc c'est vraiment pas du bas de gamme. Et puis il y a beaucoup d'éléments de rangement, comme vous allez le voir. Alors j'étais à contre-jour, donc il y a un peu de contre-jour effectivement. Là, c'est ce qui va être la 4e chambre, parce qu'on a un espace vraiment très grand qui va permettre ce genre d'exercice pour de la colocation. Ici, de chaque côté, vous avez 2 très grands placards, qu'on peut même qualifier de penderies. Donc 2 éléments de rangement très importants pour de la colocation. Les WC au fond. Et là, on va rentrer dans une pièce trop petite pour moi pour en faire une chambre. On va l'aménager en pièces comment expliquer ça, en pièces un peu utiles. Là, il y a une arrivée évacuation d'eau, donc on va mettre non pas une douche, mais un lavabo qui est pratique parce que ça fait un 2e lavabo en plus de la salle de bain. Là, il y a un peu de rangement et on va mettre les éléments de confort, style lave-linge, sèche-linge, des choses comme ça. Donc ici, c'est la première chambre préexistante. Alors, tout a été refait à neuf, y compris le sol, les murs, les radiateurs, tout a été changé. On va passer maintenant dans la 2e chambre préexistante. Il n'y a pas beaucoup de commentaires à faire, hein, tout est nickel. Vraiment, il n'y a aucun travaux de peinture, aucun travaux de sol. Il y a un double vitrage, les radiateurs sont neufs. Donc ça, c'est la 2e chambre préexistante. On va passer maintenant à la 3e, où on arrive ici, qui est identique aux autres, hein. On a une belle surface pour... on peut largement y mettre des meubles, un bureau, une télé, enfin bon, des choses voilà, pour de la colocation. Mais vous voyez, l'appartement, il est nickel. Et là, on arrive dans la salle de bain, pas grand chose à dire non plus. C'est un peu le contre-exemple de l'exemple précédent, hein. Alors on se pose la question de savoir si on va mettre une douche à la place de la baignoire. C'est pour ça que j'ai rajouté un peu de travaux moi dans l'étude. Mais bon, c'est pas indispensable. On a un appartement vraiment nickel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été acheté ce prix-là au prix du marché, avec en plus en bonus une pièce pratique pour l'électroménager. On peut mettre un sèche-linge, un lave-linge. Bon, on va accélérer un peu parce qu'il y a des choses là que vous avez déjà vues dans la précédente vidéo, donc je vais essayer de concentrer pour faire moins long, même si c'est pas une de mes principales qualités de réussir à faire court. Je vais essayer de forcer mon talent, on va essayer d'accélérer un peu pour aller à l'essentiel. Allons-y, en chiffres. Donc après cette jolie vidéo, on va parler des bases de l'investissement, de l'appartement lui-même, et mes choix. Donc l'investissement lui-même va reposer sur mon expertise comme l'autre exemple, hein, puisque je vais trier en fonction notamment du quartier. Donc là on est comme beaucoup de très grandes villes, je ne vais pas aller en hypercentre parce que ça sera trop cher, donc je n'aurai pas la rentabilité locative que je souhaite. C'est-à-dire que je flatterai l'ego de mes clients en leur offrant une belle adresse, mais pas rentable parce que c'est trop cher au mètre carré dans l'hypercentre. Mais je ne vais pas non plus à l'inverse, même si certains investisseurs s'y
ça donne à cet exercice. Moi, je ne le fais pas dans ce qu'on appelle les quartiers chauds, parce qu'effectivement, on a de l'immobilier complètement décoté. Mais si vous voulez revendre un jour, c'est des quartiers où il y a vraiment des problèmes, et des gros problèmes. Donc, vous ne pouvez pas revendre, vous avez un capital complètement immobilisé. Et encore une fois, je pense que mon métier, mon rôle auprès de mes clients, c'est de leur offrir d'abord de la sécurité avant la rentabilité. Et là, en l'occurrence, j'arrive à faire les deux. Donc, pas hypercentre, pas les quartiers chauds, mais là, c'est mes petits secrets. Je sais où aller, ça représente beaucoup de boulot, mais on arrive à trouver un équilibre et à avoir quelque chose qui peut se revendre. Donc le choix de l'appartement, c'est une prospection de terrain, hein, ça me prend énormément de temps parce que je ne vais pas me contenter des annonces, je vais aller voir. Parce que tant que je ne l'ai pas vu, l'appartement, je ne peux pas savoir comment il est orienté, comment il est situé, s'il y a des travaux ou pas. Et ensuite, je m'occupais bien évidemment, avant de faire l'étude, de la valeur locative. Alors c'est vrai que j'ai un peu de bouteille, hein, j'ai 28 ans de métier, donc j'ai quand même quelques repères. Donc je vais calculer la valeur locative et le rendement pour voir si ça tient la route et si je peux emmener mes clients sur un tel investissement. Je fais toujours du clé en main, vous l'avez vu dans l'autre exemple, hein, l'autre appartement, le T4 que je vous avais présenté. Là on est sur un T5, parce que je vais tout maîtriser, depuis l'achat, la négociation sur le prix, les travaux, parce que je travaille avec des artisans que je connais depuis longtemps, le notaire, parce que je choisis aussi mon notaire. Ça me permet d'avoir un bon suivi du dossier. Et puis pour les clients qui le souhaitent, mais je ne vois pas pourquoi ils ne le souhaiteraient pas, je leur fais une délégation d'assurance pour le crédit qui leur permet de gagner de l'argent sur l'assurance. La meilleure fiscalité pour les loyers, je vous ai parlé, j'y reviendrai plus en détail quand j'aurai le temps. C'est la fiscalité du meublé, mais ça correspond à une demande. Parce que là, on va parler de colocation, et en colocation, le mieux, c'est le meublé, pour différentes raisons qu'on va voir après. On a des loyers boostés. Alors ici, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur l'autre exemple, le T4, on avait en colocation des loyers 30% plus élevés que s'il fallait louer ce T4 à une famille. Là, on est à plus 50%. Comme vous allez le voir après, voilà, par rapport au marché, on est à 1200 pour charges comprises pour un loyer familial, et en coloc, on est à 1800. Donc ça fait 50% de plus. Une énorme demande locative parce qu'on est dans une très grande ville universitaire. C'est une des plus grandes villes de métropole. Je dis métropole, hein, parce que vous savez que je vous ai parlé aussi de la Réunion. On est en France, aussi dans les DOM, département d'outre-mer. Donc on a une très grosse demande locative en étudiants, beaucoup d'étudiants, mais aussi pas mal de jeunes actifs, dont pas mal d'ingénieurs. Et puis, pour moi, je ne l'avais pas dit la dernière fois, mais c'est aussi un investissement éthique et social, parce que comme vous allez le voir après, on a un loyer très abordable pour se loger dans d'excellentes conditions de vie, parce qu'on ne rigole pas sur la qualité, on va meubler et on va rendre cet espace de vie agréable, et puis on offre aussi de la convivialité. Alors pour les gens qui ont mon âge, c'est peut-être moins parlant, mais pour des jeunes aujourd'hui, se retrouver avec des gens sociables, avec qui on peut discuter, partager quelques moments de vie en commun, tout en ayant sa chambre privative, ça peut être assez sympa aussi, plutôt que de rester tout seul dans son coin, dans sa piole le soir, à se tourner les pouces et à regarder la télé. Voilà, donc ça correspond vraiment à une vraie demande, et un environnement de vie plutôt sympa, avec un loyer, vous allez voir après, qui est un loyer plutôt bonifié, on va dire. Donc la stratégie... donc investissement dans une grande ville, hein. Je m'interdis les villes périphériques, vous pouvez y aller si ça vous amuse, moi je me méfie. Les villes périphériques sont les petites villes, les villes moyennes, où l'immobilier est pas trop cher, où même l'immobilier est tellement bon marché que ça veut dire en fait qu'il n'y a pas de demande. Donc le jour où vous voulez revendre, encore une fois je vous souhaite bon courage. Moi c'est pas mon truc, c'est pas mon rôle, je préfère offrir de la sécurité à mes clients. Dans une grande ville universitaire, j'arrive à trouver du rendement, donc je ne vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Et imaginez, quand je parle de revente, imaginez, aujourd'hui les taux de crédit sont vraiment au ras des pâquerettes, imaginez qu'en plus ils remontent. Je ne vous raconte pas l'aventure qui va vous arriver si vous essayez de revendre un logement que vous avez acheté dans une ville un peu décotée où il n'y a pas de demande. Donc là, il y a plus de 20% des habitants de cette ville en particulier sont des étudiants. Il faut bien le lire quand même, hein. 20%, plus de 20% des habitants sont des étudiants.
Donc je vous laisse imaginer le marché. On a une économie très 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 dynamique parce qu'il y a beaucoup de grosses entreprises, des instituts nationaux, enfin je veux pas développer, c'est trop long, mais on a vraiment un marché de l'emploi très actif et un marché démographique aussi très actif parce qu'on a plus de 10 000 habitants nouveaux chaque année depuis des années, ça continue. C'est une ville qui se développe parce que c'est une ville attractive. Voilà. On a plusieurs grands pôles universitaires, je vous l'avais dit aussi, il y en a 3 principaux, c'est des grosses machines, hein. C'est vraiment comment dire, des zones très vastes, mais il y a des instituts universitaires aussi en pagaille en ville. On a 10 écoles nationales supérieures, donc je parle bien d'écoles nationales supérieures, hein, ce sont des références nationales. Hein. On a plusieurs écoles d'ingénieurs, plusieurs c'est peu dire, il y en a un paquet aussi, et pas mal de centres de recherche scientifique. Plus d'une dizaine d'écoles supérieures de commerce, enfin bon voilà, on a effectivement une ville, je ne l'ai pas choisi au hasard, hein, c'est vraiment très réfléchi de ma part. Le marché locatif pour le T5. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai déjà dit, c'est pour moi l'équivalent d'un T2 et c'est logique. Quand vous avez une chambre en colocation, vous avez un espace commun avec cuisine, séjour, voilà, un espace télé, un espace déjeuner, dîner. C'est la même chose que quand vous êtes dans un T2, parce que quand vous êtes dans un T2, vous avez une chambre à part, vous avez un espace cuisine, salon, plus ou moins petit suivant le type de logement, donc une chambre à part, cuisine, salon, une salle de bain et un WC. Et là, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Donc, c'est la même chose à une grosse différence près, c'est qu'on a un niveau de confort nettement supérieur, et notamment parce que quand je me lance dans ce genre d'aventure, on lésine pas sur les moyens. On fait quelque chose de bien, on fait pas du bas de gamme, on fait pas du luxe non plus, le but c'est pas de faire un palace, mais c'est d'accueillir les gens dans un espace de confort, de convivialité sympa. Donc on a l'équivalent d'un T2, mais avec un niveau de confort, je vous assure, très nettement supérieur, parce qu'en général, un T2, il n'est pas meublé, et là, c'est meublé avec vraiment du confort, mais avec un loyer inférieur. Donc ça, c'est magique, parce qu'effectivement, à condition d'accepter la colocation, et je vous assure que chez les jeunes, c'est vraiment un sujet très répandu, on a un loyer inférieur, parce que là, en l'occurrence, et j'ai pas exagéré, j'y reviendrai dans une autre vidéo, je suis en dessous de la réalité. J'ai mis 450 € de loyer par chambre, par locataire, charges comprises, et un T2 dans le même quartier se loue non meublé, hein, entre 550 et 600 €. Donc j'ai 150 à 150 € d'écart pour beaucoup plus de confort dans un espace sympa que pour un T2 qui serait non meublé. Alors, j'ai mis pas dans la copro parce que il me semble pas, enfin, il y a un très très peu de T2 et il n'y en a pas à louer. Il y a beaucoup de propriétaires occupants dans cette copropriété, donc on trouve peu de logements à louer. Une grosse demande en colocation, je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de sites spécialisés qui parlent de colocation parce que c'est un marché très actif, notamment chez les jeunes. Les profils sont multiples, hein, les locataires. Alors le profil typique, bien sûr, c'est l'étudiant. Ça, c'est typique. Mais il y a aussi des jeunes actifs parce que là, en l'occurrence, on est dans une ville où ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ont des missions temporaires, qui sont en stage, qui sont en déplacement. Et parmi ces jeunes, il y a pas mal d'ingénieurs. C'est une vraie ville pépinière d'ingénieurs. On a un relais des locataires eux-mêmes. Ça, j'en avais déjà parlé. C'est magique comme truc. Quand il y a un des colocataires qui s'en va, très souvent ceux qui restent anticipent et passent eux-mêmes une annonce. Il y a une raison très simple, c'est qu'ils veulent filtrer, ils veulent pas n'importe qui en termes de colocation, ils veulent pas récupérer n'importe qui comme colocataire, donc ils passent une annonce très souvent pour anticiper le départ de leur colocataire. Et là, pour ce T5, on est dans un univers un petit peu similaire au T4 que je vous avais présenté, parce que moi j'ai toujours mes critères basiques. Il faut un certain nombre de critères pour que j'ai envie d'y aller et d'y emmener mes clients. Donc là, on a le tramway à 2 minutes à pied, mais vraiment à 2 minutes à pied.
On a pas mal de commerces de proximité, dont une pharmacie, une boulangerie, un tabac-presse, un salon de coiffure. On a un bureau de poste. Ça pourrait ne pas l'être, mais on a un bureau de poste juste à côté, puis une pizzeria, puis il y en a d'autres, je les ai plus en tête. Et on a, comme pour l'autre, alors la zone hypermarché est encore plus près, parce qu'on est à 2 minutes en voiture. C'est vraiment juste à côté. Sans parler, on a aussi une zone d'activité d'ingénierie, on va dire, une grosse zone d'activité économique pas très loin, accessible aussi en tramway. Donc ce T5, alors vous avez vu la vidéo, il est en parfait état, donc il n'y a pas beaucoup de travaux. Il est acheté 189 000 €, ce qui est grosso modo le prix du marché, hein, puisqu'il était justifié, l'appartement il est en parfait état, et d'ailleurs les vendeurs l'ont refait avant de le vendre. Les travaux, donc il n'y a pas grand chose, on va installer une 4e chambre dans le séjour, parce qu'on est dans un environnement un peu particulier en coloc, on n'a pas besoin d'un séjour qui fait la taille de ce que vous avez vu sur la vidéo. On va aménager la pièce annexe, c'est celle que vous avez vue à gauche dans le couloir, la première à gauche dans le couloir. Certains en feraient une chambre. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon client, je lui ai expliqué que fallait pas faire de bas de gamme, elle me semble un peu petite pour faire une chambre. On pourrait y mettre quelqu'un, effectivement, mais je préfère qu'on l'envisage comme une pièce annexe, un peu une pièce utile, c'est-à-dire qu'on va y mettre un deuxième point d'eau avec un lavabo et un miroir. Ça permet d'avoir un relais par rapport, en plus de la salle de bain. Et puis on va y mettre des éléments comme lave-linge, sèche-linge, vous voyez, des choses comme ça. On va en faire un espace utile, ce qui est à mon avis une meilleure idée que d'en faire une chambre. Le prix là, le prix tout compris, donc le prix d'achat, les travaux, le mobilier, mes honoraires et les frais de notaire, on est sur un financement à 233 208 €. On est à quasiment 2500 € le mètre carré, mais pour un appart, vous avez vu vous avez vu l'appartement, ce qu'il est déjà avant sa transformation en meublé. Là, on est sur un appart qui va être entièrement décoré et avec, encore une fois, les frais de notaire, les honoraires, on est sur 233 208 € à 2500 € le mètre carré. Dans une ville comme ça, ça reste tout à fait réaliste. La rentabilité de notre T5. Donc là, encore une fois, je reprends ce que je viens de dire, hein, 233 208 €, c'est le montant de l'emprunt. Le loyer annuel, il est à 21 600 €. Alors, j'ai été un peu timide, je vous ferai une autre vidéo sur le marché locatif dans ce quartier. J'ai mis 450 € de loyer par locataire, mais j'aurais pu mettre 500. Et vous verrez, je vous expliquerai pourquoi, je vous montrerai les concurrents de ce T5, et vous verrez qu'effectivement, il y en a qui louent à 500. Par sécurité, c'est mon style, j'ai mis voilà, le loyer à 450 € par locataire. On a une rentabilité locative brute, je vous rappelle ce que c'est, hein, c'est le montant du loyer annuel divisé par le prix d'achat, mais tout compris, parce que souvent les agents immobiliers, voire même les notaires, quand ils vous parlent de rentabilité locative, ils vous parlent que du prix de l'appartement. Moi, je calcule tout en net, donc là, on est à une rentabilité locative brute, mais calculée par mois en net, c'est très subtil. C'est mes 21 600 divisé par les 233 208, donc le logement, les travaux, la cuisine, le mobilier, les honoraires, les frais de notaire. Les charges, agences, taxes foncières, tout ce qu'il y a comme débours, hein, tout ce qui est lié à cet appartement, ça fait 7 585 € par an, sachant que les frais d'agence, je les charge toujours, moi, ils sont quasiment doublés dans mes études, parce que voilà, je tiens compte des frais annexes, d'un éventuel turnover plus important en coloc. Voilà, je sais que je suis dans les clous et que j'ai pas fait une étude complètement farfelue comme font certains. La rentabilité locative nette à l'arrivée, elle est à 6,01, on va dire 6%. 6%, c'est la rentabilité nette, donc une fois tout déduit, rapporté au prix d'achat, une fois absolument tout compris. Donc vous voyez que, et encore une fois, je suis pas dans une petite ville périphérique là, je suis dans une grande ville universitaire avec un emplacement plutôt sympa, mais c'est mon expertise d'aller chercher aussi des choses où on arrive à trouver un équilibre entre le prix et la rentabilité,
Et c'est un exercice très amusant pour moi, c'est du sur-mesure. Les résultats de l'étude. Donc là, on a une imposition des loyers nulle pendant 7 ans. C'était 9 ans pour le T4. Ça dépend des fois, ça dépend des cas, ça dépend du montant du loyer, ça dépend du montant du prix d'achat. Ça dépend s'il y a des travaux ou pas, parce que sur le T4, il y avait des travaux qui créaient un déficit qui était reporté. Donc ce qui effaçait peut-être de 2 ans de plus l'imposition sur les loyers. Mais c'est pas ça qui compte pour moi, hein. C'est le résultat final. C'est pas de la théorie, c'est pas un produit financier, encore une fois, et je le répète, c'est un investissement immobilier. Donc on est en trésorerie positive en moyenne de 258 € par mois, tout compris pendant ces 7 ans. Donc tout compris, hein, c'est net dans la poche, encore une fois là. Hein. J'ai tout déduit, les frais d'agence, taxes foncières, les charges, tout ce qu'il y a à déduire. Donc tous les mois en net dans ma poche, il me reste 258 €. Puis ensuite, les loyers deviennent imposables après ces 7 ans. Mais bon, c'est normal, on a une rentabilité élevée. Hein. Mais on est toujours en trésorerie positive. Et on va le rester jusqu'à la fin. Si bien que le prix de revient au terme de l'opération, je vous rappelle que c'est un T5, acheté 233 000 €. On a un prix de revient de l'opération au terme du crédit à moins 52 000 €. Ça veut dire que ça, c'est la trésorerie encaissée. Donc ça veut dire que non seulement l'appart, il ne vous a rien coûté, mais vous avez encaissé un peu plus de 50 000 € dans la poche au terme du crédit. Et on a un loyer net au terme du crédit. Alors moi je prends des hypothèses de revalorisation de loyer à 1% par an. Je suis un peu en dessous de la vérité, mais bon, sur une durée longue, je suis à peu près dans la moyenne. Donc ça fait 1 400 € de loyer net au terme du crédit. Alors quand je dis net, vous vous rappelez, hein, j'ai tout déduit, donc les charges, taxes foncières, les frais d'agence, et éventuellement l'imposition sur les loyers, parce que là, il commence à y en avoir, il y a moins d'intérêt d'emprunt à déduire. Et il s'agit bien d'un T5 acheté dans une grande ville universitaire. Regardez le rapport entre le prix de revient et le loyer au terme. On va pousser un peu plus, comme pour la fois précédente, la stratégie. On est en trésorerie positive sur les 9 premières années. Alors vous allez voir, vous vous souvenez, pour le T4, je comparais ça à du Pinel parce que l'exercice m'amuse énormément, vous allez voir, c'est très drôle. Donc cette trésorerie positive, je la mets de côté sur 9 ans, par exemple. Et je dispose d'un capital, sans même compter les intérêts, je ne compte pas d'intérêts. Hein. J'ai 23 800 € de disponibles au bout de 9 ans. Qu'est-ce que je peux en faire? Je peux déjà avoir diversifié mon patrimoine, parce que c'est bien d'avoir aussi un produit financier disponible à côté d'un investissement immobilier, étant donné que cet investissement immobilier dégage de la trésorerie positive, dont normalement je n'ai pas besoin pour l'instant parce que je travaille et mes revenus me suffisent. Donc je le mets de côté, j'ai une réserve financière à côté de mon placement immobilier. Mais il peut me servir aussi, au bout de 9 ans par exemple, à rembourser par anticipation une partie de mon crédit. Si je fais ça en gardant la même durée, je rembourse mon crédit partiellement en gardant la même durée, je vais gagner 140 € par mois sur la mensualité de mon crédit. Et là, je vais passer en trésorerie positive d'à peu près 220 € par mois. Donc on se rapproche des 250 et quelques qu'on avait juste avant, on reste à peu près sur la même lignée. Donc je parle bien de trésorerie positive, hein, c'est net dans la poche. Où je vais gagner 3 ans de durée sur mon crédit. Et puis ça peut permettre aussi, ce qui n'est pas idiot du tout, à payer l'entretien, parce que je vous rappelle que au bout d'un moment, un investissement immobilier, il faut l'entretenir. Je ne parle pas de gros travaux, hein, mais ça peut être refaire les peintures, enfin voilà, c'est pas... il faut aussi penser que vos locataires, ils doivent vivre dans un espace plutôt propre et sympa. Donc là, au bout de 9 ans, encore une fois, il n'y a pas de gros travaux, mais bon, il vaut mieux avoir une petite réserve qui est possible d'obtenir ici, qu'il est possible d'obtenir ici parce qu'on est en trésorerie positive. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il faudra changer au moins une partie du mobilier pour le renouveler. Alors ça, l'exercice m'abuse énormément, je l'ai fait sur le T4, parce que, je vous l'ai dit, hein, je suis contacté depuis 3 ou 4 ans, depuis le forum de l'association Que Choisir au sujet de la loi Pinel, et je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Oui, mais le monsieur il m'a dit que j'allais revendre au bout de 9 ans, je vais revendre au bout de 9 ans, je vais revendre au bout de 9 ans. » Je
Je vous ai déjà expliqué pourquoi, hein, parce que quand la réduction d'impôt diminue puis disparaît, ça vous saute aux yeux, vous dites zut, j'ai acheté trop cher, il faut que je revende. Et puis vous revendez en même temps que tout le monde, un truc que vous n'avez pas vu, que vous avez acheté n'importe comment, n'importe où, et que vous avez surtout payé trop cher. Donc là, je vais comparer, en cas de revente au bout de 9 ans, de mon T5. J'ai un capital restant dû sur le crédit, donc à rembourser à la banque, de 159 000 euros. Mais ça c'est ce que je dois à la banque, mais j'ai gagné pas loin de 24 000 euros que j'ai épargnés. Donc ça veut dire que si je déduis mes 23 800 euros des 159 000 que je dois à la banque, si je revends à 135 319 euros, j'ai rien gagné, rien perdu non plus. D'accord? Ça fait 1440 euros le mètre carré. Si vous voyez l'emplacement, ça donne presque envie de rire. On est sur un T5, hein, je vous rappelle, il fait 94 mètres carrés. Revente au prix d'achat. Donc je l'ai acheté 189 000 euros. Encore une fois, je parle du prix d'achat. Je ne compte pas la valorisation qu'on a pu en faire en y mettant le mobilier, en le décorant. Je ne compte pas mes honoraires, je ne compte pas les frais de notaire. Revente au prix d'achat, le gain il est de 54 000 euros. D'accord? Net dans la poche, hein, toujours en net. Hein. Et avec un loyer réduit, parce que vous vous souvenez que j'ai pris des hypothèses de loyer un peu basses, volontairement. Et enfin, si je le revends au prix du marché, alors là on est effectivement déjà au prix du marché parce qu'il est nickel et qu'il n'y a pas de travaux. Mais si je considère qu'on l'a un peu valorisé, qu'on est dans le haut de la fourchette pour un appartement entièrement meublé et décoré, on serait sur un gain de l'ordre de 70 000 euros, on va arrondir. Voilà. Donc, tout ça pour un investissement, une opération qui m'a rien coûté, c'est-à-dire que il ne peut pas m'arriver grand-chose en fait. Hein. Franchement, voilà, c'est un sujet très intéressant. Alors c'est beaucoup de travail de ma part. C'est à chaque fois un challenge parce qu'à chaque fois c'est du coup par coup, du sur-mesure. Mais c'est très intéressant en termes de résultats. Une dernière précision concernant le loyer. Parce qu'on se pose encore la question, là on est en cours de réalisation de l'investissement. Moi j'ai mis 450 euros par locataire, charge comprise dans mon étude. Mais je vous montrerai dans la même résidence, parce qu'il s'agit d'une très grosse copropriété ancienne. Il y a une annonce avec un appartement qui a 4 chambres aussi en colocation meublée, mais qui fait 65 mètres carrés. Donc on a 4 chambres dans 65 mètres carrés, alors que là on a la même chose dans 94 mètres carrés. Là, l'annonce pour le 65 mètres carrés 4 chambres, c'est 450 euros par chambre. Mais encore une fois, dans 65 mètres carrés, vous n'avez pas du tout le même niveau de confort. Et il y en a une autre qui est l'équivalent. Là, on est sur 95 mètres carrés. Mais le propriétaire y a mis 5 chambres. Donc encore une fois, c'est un peu plus exigu. Et on est à 500, pourtant on est à 500 euros par mois de loyer par locataire. Donc si je me calais sur cet exemple, et en fonction du niveau de confort qu'on va mettre dans l'appartement, je pense qu'on peut arriver à ça. Ça fait 50 euros par locataire x 4, ça fait 200 euros par mois, 2 trésoreries positives supplémentaires. Je vous laisse refaire les calculs. Donc vous voyez qu'encore une fois, on arrive à un résultat très rentable, avec une sacrée marge de sécurité. Moi, c'est ça qui m'intéresse pour mes clients, hein, pas de, voilà, on n'est pas des, je suis pas un casse-cou, j'utilise l'argent de mes clients pour travailler, c'est une sacrée responsabilité, ça me fait pas marrer, j'essaye de faire du bon travail, voilà, en toute humilité, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas la grosse tête, ça fait 28 ans que j'exerce dans le conseil, voilà, peut-être que j'ai parfois tort sur certains points, mais je pense que sur le fond, je sais ce que je fais. Si vous souhaitez me contacter, n'oubliez pas de m'adresser un mail au préalable avec un numéro de téléphone. J'espère que je vous ai encore intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur mon salon du patrimoine. Au revoir.